Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Je suis contente de vous retrouver pour le petit update lecture du dimanche. J'ai lu énormément de choses, on va voir cela tout de suite. Alors voici, c'est absolument pas classé dans l'ordre ni à l'endroit pour tous les livres, mais on a du manga et on a du roman à voir ensemble. Je vais commencer par un petit manga qui est celui-ci, Coffee Moon, dont je vous avais parlé un petit peu la semaine passée. J'étais en train de lire le premier tome, j'ai lu le tome 1 et le tome 2 qui étaient ici chez moi. Je les avais achetés pour me faire une idée un petit peu plus précise et franchement aussi parce que j'ai beaucoup apprécié le premier tome, j'ai vraiment bien aimé. On a ce style de dessin. Le manga est un petit peu plus grand qu'un manga classique, comme je vous l'avais montré la fois passée, me semble-t-il, mais j'ai beaucoup apprécié cette histoire. Alors, dans cette histoire, en fait, on va suivre une jeune fille qu'on voit ici sur la couverture, qui est Pieta, qui est une jeune fille qui vit une existence ordinaire, mais pas si ordinaire que ça, parce qu'en fait, elle est prise dans un genre de boucle temporelle, c'est-à-dire qu'elle revit tous les jours, constamment, le même jour, un jour bien précis vu que c'est le jour de son anniversaire. Ça se reproduit à chaque fois et c'est à chaque fois un jour assez pluvieux parce qu'il y a une pluie noire qui s'abat sur sa ville. Apparemment, ça dure depuis des jours et elle est coincée dans cette boucle temporelle. Chaque fois qu'elle se réveille, la journée reprend. Ses proches, ses amis à l'école, personne ne se souvient en fait que y a des choses qui se sont déjà déroulées la veille, donc elle est un petit peu seule dans ce cycle temporel et il va y avoir du changement parce qu'une de ses amies va se réveiller un matin et elle va comprendre en fait que pour elle aussi ce jour se répète. Donc on va suivre comme ça ces jeunes filles coincées dans une boucle temporelle à essayer de comprendre pourquoi, quel est le but, quel est l'objectif, pourquoi ça se passe comme ça, qu'est-ce qu'on attend d'elle. C'est vraiment très très chouette, j'ai beaucoup apprécié, j'ai énormément apprécié. D'ailleurs j'ai pas hésité à continuer le tome 2. Là on va voir qu'il y a 3 jeunes filles qui font partie de l'équation, donc toujours Pieta avec son amie du lycée et une 3e jeune fille qui va faire son apparition, à un personnage très intéressant également. Bref, c'était vraiment super. Je vais aller voir s'il en existe d'autres déjà sortis, mais dans tous les cas c'est une saga que je vais continuer parce que j'ai vraiment beaucoup apprécié cette petite histoire. Je vous parle maintenant de ceci, Un jardin de mensonges de Suzanne Fletcher aux éditions France Loisirs. Ici pour ma part, c'est un livre dont je vous ai déjà parlé vu que ça fait un petit moment qu'il est là et j'ai terminé, comme je vous l'avais dit précédemment, de le continuer et de le terminer. Suzanne Fletcher, ce qui m'a attirée vers ses ouvrages, c'est parce que j'ai lu dernièrement Un bûcher sous la neige que j'avais absolument adoré. Ça a été un coup de cœur. C'est un livre qui m'a fait passer par vraiment plein d'émotions et du coup j'étais curieuse de découvrir d'autres écrits de cette autrice. Ce livre-là me tentait, donc j'ai pas tardé à le lire. Alors dans celui-ci, nous sommes à Londres en 1914, donc avant la guerre, et on va suivre Clara qui est une jeune fille qui a une maladie, la maladie des os de verre. Donc depuis qu'elle est bébé, depuis qu'elle est toute petite, elle est vraiment entourée, protégée parce que le moindre choc, la moindre pression peut lui briser les os. Elle a déjà eu pas mal de problèmes à ce niveau-là, plusieurs fractures. Il y a un moment donné où les médecins lui ont dit stop, qu'elle ne pouvait plus sortir, qu'elle devait rester chez elle pour son propre bien et du coup voilà, elle vit recluse chez elle avec sa mère qui est mariée avec un monsieur très bien. Ce monsieur n'est pas le père de Clara, on l'apprend tout de suite. Sa mère, c'est une femme qui a vécu aux Indes, qui a dû rentrer en Angleterre parce qu'elle est tombée enceinte et du coup c'était mal vu parce que on ne connaissait pas l'identité du père. Bref, elle est rentrée. On voit que sa mère, c'est une femme qui est déjà assez indépendante. Pour l'époque, elle va instruire Clara. Donc Clara va voir sa vie d'enfants et d'adolescentes avec des apprentissages avec des livres, au moyen de livres vu qu'elle ne peut pas sortir de chez elle. Sa mère, elle fait des balades tous les jours et elle lui décrit ce qu'elle a vu, elle lui décrit le monde extérieur. Donc on va suivre ces deux personnages, Clara et sa mère, et malheureusement sa maman va décéder. Donc Clara va se retrouver assez seule, assez démunie. Elle va se passionner de plantes,
de botanique et on va lui proposer en fait un travail. Donc c'est un mystérieux Monsieur Fox qui va l'engager pour qu'elle puisse aménager une serre de plantes exotiques dans son domaine. Donc elle doit partir, elle va partir seule, sans chaperon, rien du tout, ce qui est assez étonnant. Elle va donc partir pour Shadowbrook, pour ce manoir, découvrir aussi ce qui se passe sur place parce que il va y avoir des événements assez étranges qui ont lieu là-bas. Elle va être très bien accueillie, hein, mais elle va vite se rendre compte qu'il y a eu des soucis par le passé dans ce domaine, qu'il y a des... ah oui, je vais pas trop vous en dire, mais bref, il se passe des choses assez étranges. La gouvernante qui l'accueille est très souriante, très accueillante, mais Clara sent qu'il y a quelque chose de pas naturel derrière. Elle est aidée par deux autres jeunes filles qui sont aussi étrangement fermées, étrangement peu bavardes. Bref, elle sent qu'il y a une atmosphère très étrange qui se dégage de ce manoir et elle va un petit peu découvrir ce dont il est question au fil des pages. Voilà, je m'arrête là pour l'histoire. Donc voilà, c'était une lecture que j'avais envie de découvrir. C'est une chose faite. J'ai bien aimé en fait l'histoire. C'est une histoire complètement différente évidemment d'un bûcher sous la neige, mais voilà, on est ici dans une ambiance plutôt gothique avec un environnement manoir un peu inquiétant, tout ce qui concerne les plantes, les serres, la botanique, la nature, les secrets du passé, les secrets de famille. Donc on est vraiment dans cette atmosphère qui était bien également. Par contre, voilà, j'ai eu un petit peu de mal en fait avec le personnage de Clara parce qu'elle a un côté... J'ai bien aimé son côté autonome, indépendant, qui se lance dans la vie, qui a son franc-parler, qui voilà, malgré sa maladie, bah elle est sujette à plein de rumeurs évidemment quand elle va arriver au manoir. Elle va être la proie de ragots dans le village, mais elle, ça lui fait absolument pas peur. Elle assume qui elle est, elle assume ses problèmes de santé. Elle dit qu'elle peut se débrouiller toute seule et tout. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié par rapport à ce personnage, mais il y a quand même tout un côté assez flou autour d'elle que j'ai pas réussi à bien cerner. Elle a parfois des réactions assez bizarres par moment. Donc voilà, c'était un personnage que j'ai bien aimé, mais il y a certains points qui m'ont quand même malgré tout dérangé. J'ai bien aimé l'ambiance secret de famille, petites choses étranges qui se passent dans le manoir, même si j'avais ma petite idée concernant ce dont il était question, en tout cas la personne qui pouvait mettre tout ça en œuvre. Après, ça se développe, hein, il y a davantage, il y a plus que ça, il y a vraiment une réflexion profonde, il y a une histoire profonde, il y a une raison qui est beaucoup plus profonde. Donc ça, je ne savais pas, j'avais juste vu un petit truc, mais en fait ça s'est développé par la suite, c'était bien plus grand que ce que je pensais. Donc ça, c'était une bonne surprise. Voilà, donc c'était une lecture agréable, j'ai bien aimé me retrouver dans cette ambiance, mais malgré tout, mon coup de cœur reste vraiment pour Un bûcher sous la neige. Celui-ci ne l'a pas détrôné. J'enchaîne avec celui-ci, Liane Moriarty, 9 parfaits étrangers aux éditions Le Livre de Poche, que vous avez vu également, vu que c'était également une de mes lectures en cours qui traînait un petit peu, je dois bien l'avouer, mais pour explication, il est quand même assez épais, il fait 650 pages, c'est une belle brique. Je l'ai terminé et je l'ai terminé d'une traite, en une après-midi, soirée. J'avais lu une centaine de pages, 160 je pense, je vous avais dit quand je vous en avais parlé dimanche passé, et je me suis lancée dedans, donc dans les 100, j'étais aux 165 pages environ, et je l'ai terminé. Donc je l'ai fini d'une traite. Je pensais pas le faire parce que j'avais envie aussi de lire d'autres choses, mais finalement j'étais tellement bien dedans, j'étais accrochée dans cette lecture et du coup je l'ai voilà, je l'ai terminé d'une traite, c'était clôturé, fini. Donc dans cette histoire, on va se retrouver avec 9
9 personnes qui sont stressées par la vie, qui ont des problèmes de poids, qui veulent faire quelque chose pour leur bien-être, qui ont des petites tracasseries du quotidien, qui veulent se remettre en bonne condition, enfin bref, tous ces petits problèmes que chacun peut avoir, ma foi. Et ils vont se décider en fait à faire un séjour dans un centre de bien-être, une station thermale de qualité, hein. On paye un service qui s'appelle Tranquillum House. Et voilà, ils vont tous arriver, personne ne se connaît, sauf ceux qui viennent ensemble. Il y a des couples, il y a une famille qui est là, il y a des personnes qui viennent en solitaire également, et ils se retrouvent à 9 dans cette station thermale où on leur promet un changement, une métamorphose. Pendant 10 jours, ils vont suivre un programme qui est adapté à leurs conditions. Donc avant ça, ils ont dû remplir un questionnaire en signalant quels étaient leurs besoins, quels étaient leurs objectifs, si c'était une perte de poids, si c'était une thérapie de couple, si c'était un changement au niveau du bien-être. Bref, toutes les raisons pouvaient être indiquées, et donc ils ont chacun leur programme à base de séances de méditation, massage, yoga, balade méditative, enfin plein de choses. Et donc voilà, ils arrivent tous là. C'est une ambiance assez particulière. Le centre, il est tenu par une femme, une directrice qui a un charisme incroyable. C'est une belle femme qui attire le regard, qui donne un peu le ton. Elle a aussi 2 autres personnes qui l'assistent, qui sont vraiment dans une ambiance zen comme ça, méditative. Donc après, en premier lieu, tout se passe bien. Mais évidemment, ça va pas continuer comme ça. Il y a un truc ça va prendre vraiment un tournant qui n'était pas prévu, et ces 9 personnes vont se retrouver dans une situation assez délicate, assez compliquée. Je n'en dis pas plus, je m'arrête là. Je m'y attendais pas, enfin je me disais bien qu'il allait se passer quelque chose, mais je savais pas quoi, et c'était vraiment très bien fait. D'ailleurs, la preuve en est, je l'ai lu d'une traite quasiment, hein. En tout cas, j'ai lu 500 pages d'une traite, donc c'était vraiment bien. J'ai beaucoup apprécié, j'aime bien l'écriture, le style de Liane Moriarty. J'avais déjà lu précédemment un livre d'elle qui était Petit secret, grand mensonge. J'espère que je l'ai dit dans le bon sens. Ou c'est pas grand secret, petit mensonge, hein. Non. Bref, l'un ou l'autre, je vous mettrai la miniature ici pour que vous puissiez voir. Et j'avais beaucoup aimé aussi. Ici, j'ai retrouvé cette plume, cette écriture qui est addictive, qui est prenante, qui nous emporte. C'est pas un thriller, mais c'est vraiment un style agréable aussi de livre. J'aime beaucoup. J'ai vraiment apprécié aussi cette histoire, ce qu'elle nous propose. Il y a à chaque fois des secrets, parce que toutes ces personnes qui viennent, en fait, on va découvrir qu'elles ont des secrets, qu'elles ont vécu des choses très difficiles, qu'elles ont vécu plein de malheurs, qu'elles ont leurs blessures, leurs cicatrices. On va découvrir ces personnages davantage, ça va les rendre plus attachants. Bon, il y a des personnes qui, dès le départ, sont attachantes. Il y en a qui sont extrêmement peu attachants, voire exécrables. Il y a des personnages que j'ai vraiment pas aimés. Et en découvrant un petit peu leur passé, leurs blessures, voilà, ça fait un petit changement. Donc, c'était assez agréable. Il y a d'autres personnages que j'appréciais bien de prime abord et puis que j'ai moins apprécié ensuite. Bref, c'était vraiment très intéressant au niveau du travail de tous ces personnages. Tout est crédible, tout est bien construit, tout est bien mené. C'est un livre très intéressant qui invite aussi à la réflexion, parce que ça tourne autour de cette question du bien-être, du mal-être qui existe dans la société, des vies qu'on mène. C'était vraiment très intéressant. En tout cas, moi, je me suis posé beaucoup de questions, je me suis interrogée. Voilà, je trouve que c'est très important aussi d'en parler, de tout ce qui tourne autour du développement personnel, qui est assez mis en avant actuellement dans notre société, ce qui est bien, hein, qui devrait même être mis davantage en avant, parce qu'il y a un petit décalage au niveau de notre bien-être et de la société. Donc voilà, une excellente lecture. Je pense que j'en ai d'autres de Liane Moriarty, je sais plus lequel, mais en tout cas je continuerai à lire parce que j'aime vraiment beaucoup ce que cette autrice propose. Continuons avec celui-ci qui est Un flair infaillible pour le crime de Anne Granger. On est aux éditions 10-18. C'est un 4e tome, d'une petite série policière que j'adore. J'ai les 3 précédents, bien entendu. Par contre, ils ont fait un changement. Bon, détail, mais au niveau de la couverture, il y a eu un changement. Je vous montre. Donc ça, c'est le 3.
Et vous voyez, ils ont fait une couverture qui est maintenant brillante alors qu'avant elles étaient mates. Donc ça fait un peu bizarre du coup parce que ça dénote. C'est pas grave hein, mais je sais pas pourquoi on fait ça. Vu que les précédents étaient comme ça, donc j'en ai 3 qui sont en mat et maintenant j'ai celui-ci qui est en brillant. Bref, ça c'était la parenthèse esthétique. Alors dans cette histoire, dans cette série, on suit un personnage qui revient à chaque fois, qui est Lizzie Martin, Elisabeth Martin, qui est une jeune femme. On est à Londres dans les années 1900, quelque chose comme ça, ou un peu avant 1900. Et cette jeune fille, Lizzie Martin, elle est fille de médecin. Donc elle a été bien éduquée, elle a eu une gouvernante, etc. Son père était assez aisé, mais le souci c'est qu'à la mort de son père, elle a dû quitter la maison, la demeure familiale, parce que son père, très bon médecin, très apprécié, mais trop généreux, étant donné que il se faisait pas toujours payer quand il allait chez des gens qui n'avaient pas les moyens de le payer, de payer ses services, eh bien il laissait tomber. Du coup, il y a eu pas mal de dettes à cause de sa grande générosité et Lizzie doit quitter le manoir et elle va être hébergée par une de ses tantes par alliance qui a besoin d'une dame de compagnie. Cette tante se trouve à Londres et elle propose d'aider Lizzie vu qu'elle se retrouve seule, une jeune fille seule à cette époque, c'était pas convenable. Et du coup, elle va débarquer à Londres pour, dans un premier temps, être la dame de compagnie de cette tante. Voilà, ça c'est pour le personnage de Lizzie. Dans ce premier tome, en fait, il va y avoir un meurtre. La précédente dame de compagnie de sa tante a disparu quelques jours avant. C'est pour ça que Lizzie arrive pour la remplacer. Et on va découvrir en fait son corps. Donc cette dame de compagnie a été tuée et il y a une enquête qui va découler. Lizzie va participer à l'enquête et elle va rencontrer un inspecteur qui s'appelle l'inspecteur Ben Ross. Et évidemment, ils vont se rapprocher et ils vont mener des enquêtes ensemble. Voilà, donc pour la série, c'est comme ça. Ça, c'est ce qui se passe dans le premier. Et après, on va à chaque fois suivre le personnage de Lizzie Martin, qui est le personnage principal, et également l'inspecteur Ben Ross. Je dis pas... mais leur relation évolue. Donc voilà, je vous dis seulement ça. Et dans cette histoire-ci, ce qui se passe, on est donc sur une enquête. Je vous recommande de les lire dans l'ordre, hein. L'enquête policière en elle-même, elle peut être lue de manière indépendante, c'est pas le souci, mais comme on retrouve à chaque fois Lizzie et Ben et que leur relation évolue, c'est mieux tout simplement de le lire dans le bon sens. Donc ici, ce qui va se passer, c'est qu'il y a un voisin de Lizzie et de l'inspecteur qui, un voisin assez charmant ma foi, poli, sans histoire, assez discret, un petit monsieur comme ça qui n'a pas l'air extravagant, qui a l'air d'avoir des petits soucis financiers. En tout cas, il a loué une chambre dans une maison chez une veuve. Il a une petite vie assez calme. Il a pas beaucoup d'argent. En tout cas, au niveau de ses vêtements, c'est des vêtements, on sent qu'il y a du vécu. On dirait qu'il a pas beaucoup d'argent sur lui. Bref, ce monsieur un jour va être retrouvé assassiné dans sa petite chambre qu'il louait, le crâne défoncé. Donc on lui a frappé un coup par derrière alors qu'il était assis dans son fauteuil tout tranquillement. Et évidemment, on se demande pourquoi assassiner ce monsieur qui, de prime abord, n'a pas d'argent, mène une vie tranquille, ne fait pas d'histoire, est poli, correct, enfin... Quel est l'objectif de sa mort? Évidemment, c'est l'inspecteur Ben Ross qui va être chargé de cette enquête. Il va un petit peu creuser. On va retrouver un membre de la famille de ce monsieur qui est son cousin qui lui est extrêmement riche. C'est un avocat renommé et on va un petit peu creuser dans la vie de ce monsieur, dans la vie passée de ce monsieur qui a des côtés assez sombres, ma foi. Voilà, ça c'est pour le cadre, c'est pour l'histoire. J'ai vraiment... apprécié. Enfin, moi, j'adore cette série de toute façon. À chaque fois, c'est un vrai petit moment de plaisir de retrouver Lizzie, de retrouver Ben. J'adore ces deux personnages. Lizzie, je la trouve
top. Elle est vraiment chouette. Elle a un côté fonceur. Elle a un petit côté décidé comme ça. Elle participe aux affaires. Elle met son nez dans les affaires et elle arrive toujours à avoir plus de renseignements que la police. Donc c'est efficace son truc. C'est une personne très intelligente aussi. Donc c'est pas fait avec brusquerie et c'est pas en mode un éléphant qui est lancé dans un magasin de porcelaine. Pas du tout. C'est une dame. Donc elle fait ça avec élégance, avec des pincettes, avec tout ce qu'on veut. Mais voilà, elle est un petit peu plus fonceuse que les femmes habituelles, on va dire. Elle a aussi son franc-parler. Elle a un petit côté aussi indépendant et Ben le comprend tout à fait et accepte tout ça. Donc je trouve ça vraiment génial. Ils forment un tandem explosif et j'ai vraiment beaucoup apprécié cette histoire. C'était très chouette, toujours bien mené. C'était bien fait, l'enquête bien tournée, l'intrigue bien menée, des sombres secrets qui tournent autour de ce monsieur auquel je ne m'attendais pas. Donc voilà, je poursuivrai évidemment les histoires, les affaires de Lizzie Martin et Ben Ross. Il faudra que je m'achète la suite parce que celui-ci c'est le dernier que j'avais en ma possession. Donc voilà, je vais poursuivre cette saga bien entendu. Je continue avec celui-ci qui est un premier tome, City of Villains de Estelle Laure. C'est aux éditions Hachette Heroes, donc ambiance Disney bien entendu. C'est un petit livre, c'est écrit assez grand, donc ça se lit assez vite. Il y a 300 pages environ. Il y a déjà un deuxième épisode qui est sorti parce que je l'avais vu en librairie et je m'étais dit que j'allais acheter le 1 et voir ce que ça donne. Mais ça m'avait assez bien intriguée. J'ai pas voulu voir ce qui se passait ici derrière, donc je me suis laissée entraîner à la découverte de cette lecture sans chercher plus loin. Et ici dans cette histoire, évidemment on va s'intéresser aux vilains Disney, hein, ça on s'en doute un petit peu, mais on va suivre le personnage de Marie-Elisabeth qui est une lycéenne assez qui sort de l'ordinaire étant donné qu'après ses cours, elle fait un stage à la police de Monarch City. Donc on se trouve dans la ville de Monarch City et la police actuellement elle a vraiment beaucoup à faire parce qu'il y a de plus en plus de tensions entre l'élite de la ville et également entre les habitants de la Cicatrice. La Cicatrice c'est le quartier défavorisé de la ville et en fait c'est là qu'avant il y avait de la magie. Donc on se trouve dans un monde où il n'y a plus de magie et il y a des tensions entre cette élite et ceux qui vivent dans ce quartier et donc qui précédemment avait un lien avec la magie. Et un jour, une jeune fille, donc une vague connaissance à l'école de Marie-Elisabeth, va disparaître sans laisser de traces, ce qui est extrêmement bizarre parce que voilà, c'est une jeune fille dont le père est extrêmement riche, qui vit avec sa fille, leur mère n'est plus là, donc ils ont un lien, ils sont extrêmement proches. Il fait très attention à sa fille parce que voilà, il sait qu'il y a des tensions de par sa richesse et tout ça. La police d'abord se dit que la jeune fille, voilà, elle est peut-être partie s'amuser, elle n'a pas vu le temps passer, mais le père est sûr et certain qu'il y a un problème parce que quoi qu'il arrive, il se donne des nouvelles régulièrement pour être rassuré, donc que c'est pas possible. Bref, comme c'est une personne assez influente dans la ville, une enquête va être menée et c'est Marie-Elisabeth qui va mener cette enquête avec une de ses collègues, bien entendu, vu qu'elle est seulement stagiaire. Et voilà, elles vont un petit peu chercher ce qui s'est passé. Elle est pleine d'enthousiasme parce qu'elle se dit top, c'est tout ce que j'espérais. Elle a vécu dans son passé des choses très difficiles ce qui fait qu'elle voue vraiment un culte à la police et à la personne qui gère la police. Du coup, elle a vraiment envie de faire carrière, de se rendre utile, de rendre la justice elle-même. Donc quand on la met sur cette enquête, voilà, elle est euphorique, enfin pas euphorique parce qu'il y a une personne qui a disparu, mais voilà, elle est vraiment très enthousiaste et elle veut tout mettre en œuvre pour retrouver cette camarade de classe. Et malheureusement, elle va découvrir plein de choses, elle va découvrir des choses auxquelles elle ne s'attendait pas et elle va découvrir ce qui se passe réellement dans sa ville. Et la disparition de cette jeune fille, c'est vraiment le haut de l'iceberg et elle va mettre les pieds dans quelque chose d'assez terrible. Voilà, ça c'est pour l'histoire. C'était sympa. Après, c'est une lecture jeunesse, hein, donc voilà, il faut pas non plus s'attendre à
à des choses incroyables, mais pour une lecture jeunesse, c'était très bien fait. Moi, j'ai passé un bon moment, je l'ai lu d'une traite en une soirée. J'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment. L'univers est sympa, on est dans l'univers des vilains. On va retrouver des personnages qui sont lycéens à cette époque, tels que le Capitaine Crochet, tels que Maléfique, aussi Ursula. Donc c'était très agréable d'avoir ce point de vue, de les voir en fait en adolescent et de voir un petit peu leur évolution, parce qu'on part aussi sur ce type d'histoire, pourquoi ils sont devenus méchants. Donc ici on a une autre proposition, une autre possibilité, donc c'était assez sympa. Voilà, il existe le second tome que je lirai certainement parce que ça a fait son travail. Moi je voulais une lecture sympa dans l'ambiance Disney avec les vilains, et ça m'a proposé quelque chose d'assez intéressant avec une enquête policière, avec ce personnage de Marie-Elisabeth qui a un passé compliqué, qui a plein de blessures. Je suppose que il y aura une évolution aussi dans le tome 2. Je sais pas trop vers quoi ça va partir au niveau du tome 2, mais je suis assez curieuse, je dois bien l'avouer. Je reviens au manga et j'ai commencé en tout cas celui-ci. Donc c'est Nina du Royaume aux Étoiles. C'est de Rikashi et c'est des éditions Kazoku Michel Lafon. Je vous l'ai présenté dans mon book haul que vous avez vu cette semaine. J'avais acheté le 1, le 2 et le 3. J'ai lu le 1 et le 2 pour l'instant. Le 3 ne va pas tarder parce que franchement, quand je les ai achetés, je m'attendais pas à grand chose. Je m'attendais à un truc mignon, mais voilà, un truc sans plus. Et belle surprise parce que j'ai vraiment adoré. J'ai adoré le premier tome. J'ai lu hier le second tome. Sans doute qu'aujourd'hui je lirai le troisième tome parce que c'est vraiment une super histoire. J'ai belle surprise vraiment. Donc dans ce petit manga, en fait, on suit le personnage de Nina, qui est une jeune fille, une orpheline, qui a une particularité, c'est d'avoir des yeux d'un bleu incroyable, ce qui est apparemment très rare dans ce royaume. Et elle va être enlevée, ou plutôt vendue, et emmenée ensuite au palais royal pour remplacer, donc être le sosie de la princesse qui a disparu. Donc on va lui donner comme tâche de faire semblant d'être cette princesse disparue. Elle est promise à un prince héritier. Donc en gros, elle a 3 mois pour apprendre à comment se comporter comme une princesse, et ensuite elle sera envoyée au loin, alliance politique évidemment, pour épouser son fiancé. Et voilà, on voit Nina qui est une jeune fille qui est orpheline, qui mène sa vie très difficilement, qui est obligée de voler, qui a à peine un toit au-dessus de sa tête, mais c'est une jeune fille très courageuse, qui voit le bon côté des choses, qui essaye vraiment de tout faire pour que ça se passe bien, qui arrive dans un cadre complètement différent, parce qu'un cadre luxueux, avec où elle rencontre le roi, elle rencontre la reine, elle voit un petit peu les petites intrigues de cour, les petites piques qu'on s'envoie, elle doit à chaque fois être habillée avec franfreluche et tralala, donc ça la change complètement. Et en fait elle va avoir des contacts avec un personnage qui s'appelle Azur, qui est ici. Azur, c'est lui qui est venu en fait la chercher, donc l'acheter pour faire le sosie de la princesse disparue. Il n'y a que lui et les 2 dames qui s'occupent d'elle ici qui sont au courant, parce qu'évidemment ça doit rester secret, on parle d'intrigue politique. Et on va suivre comme ça l'évolution de Nina et l'évolution aussi de ce prince Azur. Ça prend un tournant vraiment très très chouette parce qu'il y a plein d'intrigues de cour. Il va y avoir des tentatives d'assassinat. Il va y avoir des petites choses cachées. On va voir aussi que la relation entre Azur et Nina va commencer à évoluer aussi. J'ai vraiment beaucoup aimé en fait. Je sais pas, oui, c'est l'univers aussi, les royaumes qui sont en guerre, qui cherchent un moyen de faire une trêve et de se protéger, et en même temps on vit, donc il y a des choses graves qui se passent, et on a aussi tout ce qui concerne certains nobles où ça les passe spécialement au-dessus de la tête, mais voilà, eux ils sont plus dans leur côté, moi je veux mon petit confort et j'ai pas envie que ça change. Donc voilà, c'était vraiment bien. J'ai beaucoup aimé, premier et second.
Le troisième, je pense, comme je vous l'ai dit, que je vais lire aujourd'hui parce que j'ai vraiment hâte. Et je vais du coup aller regarder combien de tomes il y a pour cette série. Mais je vous la conseille parce qu'elle est plus surprenante que ce que je pensais. Et je suis vraiment contente du coup d'avoir acheté ces 3 premiers tomes et d'avoir fait une jolie découverte. Les dessins sont très beaux aussi, hein. J'aime bien, j'aime vraiment le personnage de Nina. Il est super attachant, c'est une jeune fille qui est très mignonne, qui est courageuse parce qu'elle est toute seule, la pauvre, hein. Elle a plus personne sur qui compter et elle va se raccrocher en fait à Azur qui va lui montrer un petit peu sa vraie personnalité, sa vraie facette. Il va aussi lui dévoiler des secrets et finalement il se ressemble beaucoup plus que ce qu'elle pensait au départ. Lui, enfin elle, ce qu'elle voit en le voyant, c'est un prince héritier tout simple qui excelle dans son domaine. Il est doué à l'épée, il est doué pour la politique et pour les affaires du palais. Mais en fait, voilà, il y a un passé par rapport à ce personnage Azur et on va se rendre compte aussi qu'il y a un danger qui plane au-dessus de sa tête. Bref, c'était vraiment excellent. Je vous la conseille. Encore 2 choses à voir. J'ai lu celui-ci qui est une bête au paradis de Cécile Coulon aux éditions Le Livre de Poche. Je vous l'ai également présenté dans le book haul. J'avais envie, comme je vous ai dit, de le découvrir, ce qui est fait. C'est un tout petit livre, hein, donc 280 pages. C'était lu en une après-midi sans souci et c'était très intéressant. J'ai bien aimé. Je savais pas à quoi m'attendre, mais c'était pas mal du tout. Donc ici, on va suivre en fait la vie d'une femme qui s'appelle Émilienne. Émilienne qui vit au paradis, donc c'est une ferme, donc on est dans tout ce qui est agricole, hein, avec des cochons, des poules, des champs, etc. Et elle a vécu pas mal de malheurs parce que elle se retrouve en fait seule avec ses 2 petits enfants. Donc on a Blanche et on a Gabriel qui ont perdu leurs parents très jeunes dans un accident de voiture. Donc Émilienne, elle a perdu sa fille et son beau-fils et elle a également perdu son mari. Donc elle se retrouve à gérer cette ferme et tout son domaine avec ses 2 enfants qui sont très jeunes, 2 enfants qui sont très très différents et on va suivre principalement Blanche. Son frère Gabriel, il a un petit côté fragile. Blanche, pas du tout. Elle, c'est un roc, elle ressemble assez à Émilienne, qui est une femme du terroir, une femme qui a pas froid aux yeux, qui est robuste, qui toute sa vie a travaillé. Blanche, elle prend vraiment la direction de sa grand-mère et elle va vraiment s'impliquer à fond dans la vie de ce domaine qui s'appelle Paradis. Donc on va la suivre d'abord enfant, puis adolescente et puis adulte. Et en étant enfant, bah, elle a des très bonnes notes à l'école, elle travaille bien pour aider sa grand-mère. Elle a un problème, elle a un trauma en fait parce que elle est blessée par la mort de ses parents, mais elle garde tout pour elle. Donc elle a un côté vraiment très très fermé et parfois elle a des excès comme ça de violence qui peuvent ressortir pour des bêtises, on va dire. Donc c'est parce qu'elle garde tout vraiment en elle. Elle se barricade pour rester forte et parfois il y a une explosion comme ça de temps en temps. Bref, elle a sa vie à l'école et on va suivre aussi un autre personnage, un jeune garçon qui est avec elle en classe qui s'appelle Alexandre, qui lui, voilà, des problèmes avec ses parents aussi, mais d'autres types de problèmes. Ses parents, ce sont des gens qui se contentent de très peu de choses, qui voient jamais plus loin, qui ont pas beaucoup d'ambition, qui ont une vie qui leur plaît sans doute pas spécialement, mais ça pourrait être pire, donc on fait rien pour améliorer ça. Et Alexandre, voilà, il a d'autres ambitions, il veut faire d'autres choses et il veut se donner les moyens en fait d'améliorer tout ça. Et il va travailler dur à l'école, mais il n'arrive pas à améliorer son niveau. Il voit que Blanche, elle est très calée, donc il va lui demander de l'aider à l'école. Elle va accepter et puis à un moment donné, Alexandre va lui demander de sortir avec lui et Blanche va accepter.
Voilà, ça c'est un peu pour l'histoire et puis il va se passer plein de choses, plein de drames et j'ai beaucoup aimé cette ambiance. Ça se lit tout seul, ça se dévore, on a des petits chapitres, on suit Blanche, on suit Alexandre, la vie qui va les rassembler, les séparer, les re-rassembler, on voit l'évolution de chacun des personnages, Emilienne, Blanche, Gabriel, il y a aussi un personnage qui est Henri, qui est une aide dans le domaine, qui a aussi une vie très difficile. En fait, moi, en lisant ce livre, je me suis revue un petit peu. Je dis pas que c'est la même chose, hein, mais c'est ce que j'ai ressenti. Moi, je me suis retrouvée un petit peu dans, je sais pas si vous connaissez Manon des Sources, Jean de Florette. Moi, j'ai vu une ressemblance entre Blanche et Manon des Sources. Cet aspect où on est dans la campagne comme ça, petit village où tout le monde se connaît. Où il y a voilà parfois des tensions parce qu'on est simplement différent ou qu'on est de la ville. C'est une ambiance que j'ai aimé retrouver parce que moi, Jean de Florette et Manon des Sources, j'adore, je trouve ça magnifique, une histoire incroyable. Et voilà, j'ai revu des parallèles ici avec la vie de Blanche, avec la vie d'Emilienne, avec Alexandre aussi, toutes les souffrances qui peut y avoir dans la vie aussi, des amours brisés, des trahisons, des espoirs, enfin de la vengeance. Et il y a vraiment beaucoup de choses dans ce livre. Pour les 280 pages à peine que ça fait, franchement, il y a énormément de choses. Moi, ça m'a fait passer par beaucoup d'émotions. J'ai adoré suivre Blanche, qui est personnage mais extrêmement intéressant, qui par moments part vraiment loin, mais j'ai aimé aussi Emilienne avec ce côté, voilà, c'est une dame qui a un certain âge quand on la rencontre et après elle va de plus en plus, on la retrouve avec une dame qui a passé 80 ans. Tous les personnages sont intéressants, sont extrêmement bien travaillés, très bien construits, ils ont leur personnalité, ils ont leur complexité, ils ont leurs cicatrices, ils ont leurs blessures qui les accompagnent, qui les fait évoluer chacun à sa façon. C'était génial. C'était vraiment très très bien. Du coup, j'ai hâte de lire l'autre livre que j'ai d'elle parce que je suis vraiment très très satisfaite de cette lecture. Effectivement, je comprends qu'il ait eu un prix et je vous avais dit que voilà, en général, c'est pas parce qu'il y a la petite gommette rouge que ça veut dire que ça va être génial, mais franchement, celui-ci, il le mérite bien. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé cette lecture. Alors, dernière lecture que j'ai faite, c'est celui-ci, je l'ai terminé hier soir, c'est La princesse au visage de nuit, c'est ça? Oui. Aux éditions L'Homme sans nom, c'est écrit par David Braille. Alors, j'ai eu envie de découvrir David Braille parce que j'ai lu de lui Le Chant des Géants, que j'ai adoré. Ambiance épique, ambiance Seigneur des Anneaux, bataille, combat, épée, intrigue, un truc un peu mystique avec des êtres immortels, des géants, des divinités, de la vengeance, de la rancœur, deux frères comme ça opposés à un moment donné de leur vie. C'était génial, c'était grandiose. Et du coup, j'avais envie de découvrir d'autres choses de cet auteur et j'ai trouvé celui-ci. Je me suis dit pourquoi pas, je me suis lancée dans cette lecture sans savoir de quoi ça parlait. Le livre est très chouette au niveau de l'agencement. On a des chapitres, voilà, comme ceci. Donc on a un compte à rebours avec 10 jours avant le solstice d'été, 9, 8, tatata, et puis on arrive au solstice d'été. Et chaque chapitre commence avec ceci qui est assez joli. C'est très agréable à lire au niveau de la mise en page. C'est un petit livre aussi qui fait 280 pages également. On n'a pas de perte de page à la fin, ça je trouve ça bien. Donc vous voyez là c'est la dernière page et on tourne et il n'y a plus. Il n'y a pas les 5, 6, 7, 8 pages blanches comme il y a parfois. Donc j'ai lu celui-ci et c'était vraiment bien aussi. Ça détrône pas Le Chant des Géants, mais c'est un autre style aussi. Mais j'ai bien aimé ce style, j'ai bien aimé cette ambiance. Je pense que je vais d'ailleurs lire d'autres choses de cet auteur. Il y a ce livre-là qui me tente bien. Je l'avais déjà vu passer, Que passe l'hiver, qui me fait de l'œil. Je l'ai pas dans ma palle, mais si jamais je le vois, je le prendrai d'office. Bref, pour celui-ci, on va suivre en fait Hugo qui vivait de nouveau dans un petit village à l'écart, hein, où tout le monde se connaît, décidément. Et il a eu des soucis étant enfant avec ses parents. Il a subi de la violence de la part de ses parents.
et à tel point qu'il a été placé en famille d'accueil et qu'il a fait sa vie loin de ce village à Paris. Et on le retrouve donc 20 ans plus tard. Il est adulte, hein, il mène sa vie à Paris avec son groupe de potes. Il est éducateur, donc il s'occupe de jeunes, de jeunes à difficulté, qui remet un peu dans le droit chemin. Et on va le recontacter parce que ses parents, qui sont toujours restés au village mais avec lesquels il a plus de contact depuis 20 ans, ont eu un accident de voiture et ils sont morts tous les deux dans l'accident de voiture. Donc il est un peu contraint de revenir dans son village. Il va revoir les personnes qu'il connaissait, hein, ses voisins. Il va également retrouver une femme. Parce qu'on va apprendre que quand il était enfant, outre les soucis avec ses parents, il y a également eu un gros problème. Parce que quand il était enfant, il avait un petit groupe d'amis. De petits camarades de classe qui se retrouvaient, qui allaient dans les bois et tout ça. Et un soir, ils ont été dans les bois et deux enfants n'en sont pas revenus. Ils ont disparu. Ça fait 20 ans qu'ils ont disparu. Personne ne sait où ils sont. Les corps n'ont pas été retrouvés. Et Hugo est le seul à s'en être sorti. Et quand on l'a découvert errant dans les bois, il se rappelait de rien du tout. Donc il va revenir dans ce village pour l'enterrement de ses parents et il va retrouver en fait une policière qui est la sœur d'une de ses petites camarades de classe qui a disparu cette nuit-là. Et évidemment ils vont reparler un peu de ce qui s'est passé. Lui il est un peu embêté et désolé parce qu'il se dit voilà, je suis le seul à m'en être sorti, je sais pas ce que sont devenus mes anciens amis, et en plus il se souvient de rien, donc il peut pas aider. Il y a une souffrance qui reste, qui stagne comme ça dans le village pour les parents et la famille qui ont perdu des enfants, et il sait pas trop les aider en fait. Et ces disparitions, donc d'enfants, apparemment à l'époque étaient liées à la princesse au visage de nuit. Donc c'était un peu un conte, une légende qui était entretenue comme ça, que cette princesse en fait aidait les enfants qui avaient des problèmes, et il suffisait que les enfants viennent la voir et qu'elle pouvait éventuellement exaucer leurs vœux, mais qu'elle pouvait aussi les tuer. Et c'est un folklore qui est resté, et il y a 20 ans, les enfants jouaient beaucoup à ça. Et évidemment, pour le cas de Hugo et ses amis, ça s'est mal fini. Et quand il va revenir au village, il va de nouveau y avoir des choses étranges qui vont se passer. Des choses étranges qui sont liées à la princesse au visage de nuit. Donc il va un petit peu creuser, un petit peu chercher, parce que il va avoir beaucoup de doutes, et on va se retrouver dans la quête de ce qui s'est passé il y a 20 ans et ce qui se passe aujourd'hui dans le village. Quel est le lien? Qu'est-ce qui s'est passé? Voir un petit peu si sa mémoire va se réveiller, essayer de retrouver ses souvenirs. Donc ça, c'était au niveau de l'histoire de ce livre, et j'ai bien aimé. C'était très bien fait, très bien mené. Il y a un côté fantastique, donc si vous aimez pas ça, ne vous plongez pas là-dedans, parce qu'on n'est pas dans une enquête policière. Enfin, il y a une enquête, hein, bien entendu, mais il y a un côté fantastique, il y a un côté surnaturel, clairement. Pas beaucoup, enfin, c'est pas que ça, hein, mais voilà, c'est une ambiance comme ça, c'est un livre d'ambiance avec un petit côté fantastique qui suit. C'était pas mal. Enfin, moi, j'ai bien aimé. Je l'ai lu assez fluide, j'ai apprécié l'ambiance. Voilà, ça... Je suis pas assez calée pour dire que ça ressemble à Stephen King, parce que j'ai pas lu assez de Stephen King, mais il y a un petit côté comme ça, un peu étrange, avec ces bois, avec... Hugo va commencer à entendre des bruits, il va être mis face à des choses surnaturelles qu'il n'arrive pas à expliquer. Bref, c'était pas mal du tout. J'ai bien apprécié, j'ai de nouveau retrouvé cette plume qui est agréable, que moi j'apprécie, et ça m'a confortée dans mon envie de lire d'autres choses de cet auteur. Donc voilà, encore une lecture, dernière lecture que j'ai faite cette semaine. Voilà, comme je vous l'avais dit, il y avait un tas. Maintenant, je vais vous parler de ce que je lis. Ça va être beaucoup plus court, bien évidemment. J'ai presque fini La tempête des échos, presque. Donc le tome 4 de La Passe Miroir, je suis à la page 607. Et il y en a 660. Donc ça, je vais le terminer aujourd'hui aussi, et je vous en parlerai la semaine prochaine.
J'ai commencé celui-ci, un livre de V.I. Schwab, This Savage Song, aux éditions Lumen, qui me faisait super envie. J'ai le 2 aussi. Je me suis décidée, vu que c'est une duologie, que j'allais commencer et clôturer cette duologie. J'ai lu un petit peu hier et franchement ça va se lire vite. J'ai lu ça hier et j'ai même pas lu 1 heure. Donc je suis déjà à la page 57 et j'ai lu très peu, vraiment très peu. Ça se lit bien, c'est fluide et je sais pas trop quoi vous en dire vu que j'ai lu que 57 pages, mais je vais continuer cette beauté. Alors j'ai également décidé de lire celui-ci qui est La cabane aux confins du monde de Paul Tremblay aux éditions Totem. Je l'ai pas encore commencé, j'ai juste mis le marque-page, mais il me fait super envie, donc voilà, je vais le démarrer. Et enfin, dernière lecture en cours, c'est celui-ci qui est Mystic Flown. C'est aux éditions Gulfstream. Il est magnifique, absolument magnifique. C'est écrit par Dana B. Chalice. Il est absolument magnifique aussi. Donc on a une jaquette comme ça, voilà, qui fait ceci, et il est comme ça, avec des petits éléments en mauve comme ça qui reviennent, des petits brillants un peu partout sur la couverture. Ça se voit quand on fait un petit jeu de lumière. J'espère que vous arrivez à voir un petit peu. Bref, il est très beau. Je l'ai commencé, j'arrive à la moitié. Donc voilà, je vais le terminer. C'est une histoire assez particulière. Je vous en dirai plus quand je l'aurai terminé. Ça va être fait d'ici la semaine prochaine, je pense bien. Il est très beau aussi. À l'intérieur, à chaque début de chapitre, on a ça. Voilà, donc dernière de mes lectures en cours. Et voilà, nous avons fait le tour. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce et à vous abonner si ça vous a plu. Ça fait toujours très plaisir. Et je vous attends en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de tout cela. S'il y en a qui vous tentent, quelles sont vos lectures, si vous en avez déjà lu. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Bref, dites-moi tout ça et je vous souhaite un excellent dimanche, une belle semaine et je vous dis à très bientôt.